qui a théorisé, qui a prouvé un peu ce concept de lobimétrie qui veut dire oligarchie bureaucratique, bureaucrato-militaro-tribaliste. Alors, vous, chers aînés, qui connaissez mieux un peu ce que c'est que l'obimétrie, comment, je dirais, cette machine infernale s'est mise en guerre, s'est mise en route, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? L'obimétrie, c'est... L'obimétrie, je disais... D'où est parti ce constat, en fait? Oui, oui, le constat y est, et un camarade, un ami à l'époque, comme Ange Diawara et les autres qui sont morts avec lui, Oluka, Ikoko, Bakekolo, en tentant, en prenant le recul à Gomatete, recul dû au besoin de faire savoir ce qui se passait, les différentes contradictions. Je crois qu'il y a les autres causeries qu'on a eues, je crois que les gens, on a évoqué ce problème-là, ils ont entendu. On peut toujours revenir là-dessus. On revient là-dessus, c'est cette répétition-là, mais effectivement, on peut toujours répéter pour mieux comprendre. Il s'agit donc du fameux coup d'État. Je disais soit le fameux coup d'État du 22, le coup d'État du 22 février, mais moi, de 72, je nie mon coup d'État à l'époque. Ouais. C'est un mouvement qu'on voulait, c'est un mouvement qu'on préparait, et ce mouvement a échoué compte tenu, j'avais dit, compte tenu des contradictions qu'on avait au sein de l'organisation. Pas seulement de l'organisation du mouvement, mais des contradictions qu'on a menées au sein du mouvement national de la Révolution, en fait, qu'on a mal démarré avec ce qui s'est passé, les enlèvements de Masueme, Matsokota et Poabou. Donc, qu'on a tué, qu'on a assassiné crapuleusement, comme ça, qui est arrivé à compliquer même l'orientation qu'on n'a pas pu bien définir, bien connaître, parce qu'à l'époque de la jeunesse, donc il y avait les fameux mouvements du tiers-mondiste, parce que les pays du tiers-monde cherchaient leur développement. Comment est-ce qu'on allait, comment les pays du tiers-monde allaient se développer. Et à l'époque, le mouvement, c'était plutôt l'idéologie, c'était cette idéologie marxiste-léniniste qu'on prônait par ici, par là. Mais au niveau du Congo, déjà, il y a eu, on s'appelait presque les frères, il y a eu cette réflexion menée par Massamba Deba qu'il fallait qu'on construise le Congo par le socialisme bantou, qui était un socialisme qui reflétait notre propre réflexion. Et dans ce socialisme-là, on s'y est retrouvés tous, tout le pays. On s'appelait des frères. Frères Onyami, frères Obongi, vous avez ces noms-là. Donc le nord du sud, le frère Angor, qui était le président de l'Assemblée. Quand il s'appelait des frères, donc c'était de véritables frères. On cherchait comment être nous-mêmes, se développer. Parce que dans le reste, dans cette obimétrie-là, il y avait déjà le piège des colons, le piège français, qui en fait avait préparé ses cadres, a préparé son armée, a préparé tout ce qu'il fallait pour la continuité, pour mieux piller nos pays, qui étaient ces pays du tiers-monde, pour mieux les
les piller pour mieux voler. Il fallait que la colonisation nous laisse ces cadres. Et il y avait ces cadres-là. Ces pions. Ces pions. Donc, quand on prend le relais donc, du mouvement du 13-14 au 15 août, et donc la composante politique, c'est le MNR. Au niveau du MNR, il y a la jeunesse qui était plus dynamique. Et cette jeunesse qui était plus dynamique, cette jeunesse était incarnée. C'est celui qui incarnait cette jeunesse-là. Celui qui a incarné le mouvement, c'est Ange Diawara, qui mobilisait, qui avait vraiment des forces capables, des forces intellectuelles, des forces physiques capables d'amener ce mouvement. Et c'est vraiment, on l'appelait, c'est lui, M. Salongo, qui a appelé, vous avez, je crois, vous jeunes, entendu tous cette chanson, Salongo, Salongo, Alinga Moussala, Salongo. Donc c'était lui. Et donc, en fait, quand nous opérions, quand à l'époque, donc la première victoire que nous avions gagnée, à travers cette mobilisation qui nous demandait la vigilance, avec le mot vigilance, c'est qu'avec les bâtons qu'on avait, cette vigilance-là, on avait fait partir l'armée française du Congo. Vous savez, c'est gros ce qu'on avait gagné, c'est gros. L'armée française pour partir du Vietnam, qu'est-ce que ça a coûté comme sang? Mais au Congo-Brazzaville, rien qu'avec les bâtons qu'on avait en main, la mobilisation, donc ces gens-là, donc les colons qui sont venus pour piller notre pays, quels dons ils pouvaient nous garder? Est-ce qu'on avait, nous, mesuré la colère qu'avaient ces gens-là pour seulement les faire partir avec le bâton? Nous reviendrons sur l'obumitrie, mais j'aimerais qu'on s'arrête un tout petit peu sur... L'obumitrie commence par donc, la mise en place de ces cadres-là. Au sud, il y avait des cadres. Au nord également, il y avait des cadres. Les cadres du Sud, par stratégie, je vous dis, comprenez bien, par stratégie, ils ont choisi à ne pas débattre, à ne pas parler que le socialisme scientifique était une mauvaise chose. Les cadres du Nord. C'est pour cela, je crois qu'il y a notre jeu, il y a une vidéo qui... moi, j'ai écouté une vidéo où il y a un jeune, là, Bilameno, qui a expliqué l'inaptitude de Sassou et de Yombi même. Pourquoi ces trois-là sont allés se mettre, ils sont allés en embuscade se mettre au bataillon para? Parce que l'embryon de l'armée qui était là, et si vous cherchez bien aussi, vous verrez le livre de Mokoko, il a écrit, que au Sud, les cadres du Sud aiment être des chefs, donc ils aiment l'administration. Ils choisissent eux des postes où ils doivent seulement nous commander. Mais les postes où il faut aller transpirer dans l'armée, eux, ils choisissaient seulement d'être des administrateurs. Mais nous, on a pris les corps de combat. Donc, quand le Mounsaka, les Mouzabakani sont des administrateurs et les autres, eux, ils vont se mettre en embuscade au bataillon para. Parce que c'est l'unité qui est craint. Cette unité-là, il est craint. C'est le combat. L'unité de combat. Donc, quand on met en place, quand les structures de conduire au MNR, de conduire le pays, de réfléchir à la construction du pays, eux, déjà, ceux qui avaient tendu cette embuscade-là, commençaient à réfléchir comment est-ce qu'on va se faire les poches avec les matières premières
de notre pays. Comment on va vivre comment est-ce qu'on va... Ils ne pensent pas à la construction du pays, comme le demandaient les Massamba Deba et les autres, par exemple, les Diawara. Eux, ils visent comment nous, on va être vraiment les véritables complices, comment on va être les véritables valets. Comment ils vont s'embourgeoiser? Comment on va s'embourgeoiser, comment on va se mettre plein de poches. Ils sont bataillons para. Donc, simplement, vous allez voir comment, déjà, qui commence le coup d'État? C'est Ngwabi ou Mener? Le 27 juin. Donc, cette pratique de coup d'État qui commence. Donc, coup d'État sur coup d'État. Au bataillon des paras. Au bataillon para, ils sont en embuscade. Et les coups d'État, donc, vont commencer avec Ngwabi, qui était déjà membre au comité central du MNR, qui représentait l'armée au MNR. Et les coups d'État vont commencer sur la déviation que Massamba Deba était, en parlant du socialisme bantou, qu'on n'avait pas bien compris, qu'on ne comprenait pas très bien, qu'on mettait en place. Donc, surtout après ces enlèvements crapuleux dont j'ai parlé de Matsukuta Masweme, les contradictions qui commencent là, et on veut faire partir Massamba Deba. Et les coups d'État vont commencer par là. Au niveau donc de la jeunesse on s'organisait, et de là déjà on va commencer par, je crois, bel et bien... Beaucoup de personnes justement parlent de Ange Diawara. Et pour notre génération, ce que nous avons entendu de Ange Diawara, ce que beaucoup retiennent, c'est le M22, c'est le fameux coup d'État comme le PCT nous l'a appris. Donc ce fameux coup d'État de février 72. Mais Ange Diawara reste quand même je dirais, une figure mythique enfin, au niveau du Congo. Beaucoup continuent à parler d'Ange Diawara, mais Yaben, par exemple, je ne sais pas si vous avez rencontré ou vous avez entendu parler de Ange Diawara. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette figure mythique Ange Diawara, en fait, bon, j'étais peut-être trop jeune pour le fréquenter puisque je n'étais qu'à l'époque adolescent, je ne faisais pas partie des moments de jeunesse qu'il pouvait être dans la GMNR, donc le rencontrer dans les formations qu'il faisait. Moi, les seuls moments où je l'ai rencontré, c'est, je dirais, à 2 reprises. La première fois, je le rencontre à l'Impérial où mon père était le directeur des œuvres universitaires. Donc c'est là où je le vois pour la première fois dans une Jeep de la défense civile avec Pungi, qui était un de ses amis. C'est la première fois que je le vois. Et la deuxième fois où je le vois, c'était chez son oncle Kader, à l'hôpital général de Guadalajara, donc il est devenu le CHU. Mon père étant un ami à Kader, donc mon père est allé voir son ami Kader pour leurs problèmes personnels, qui étaient des problèmes d'amitié qui dataient de longue date. Et c'est à ce moment-là, quand il me voit, il me pose la question: ah, tu es l'enfant de tonton Joseph, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à l'école et tout ça? Et il me parle de l'école. Donc il me parle de formation. Il me parle de se sublimer dans la formation. Il me parle de se cultiver. Et comme on venait de Chaminade, puisque j'étais à l'époque en 6e à Chaminade, 6e, 5e, donc je rentrais au collège à Chaminade. Donc quand il me voit, il me dit: mais là tu viens de Chaminade, est-ce que tu as des amis qui habitent à Potopoto? Tu dis: oui, j'y vais assez souvent à Potopoto. Ah oui, effectivement. Donc lui, non seulement il te parle de formation, il te parle de se sublimer dans la formation, mais il te parle aussi d'amitié à avoir dans toutes les couches de la population, parce qu'il connaissait mon père suffisamment, je dirais, humble, tout en étant un grand cadre de ce pays-là, mais c'est quelqu'un qui avait des amis qui n'étaient pas seulement dans sa catégorie professionnelle, mais des amis qu'il avait de très longue date de l'école primaire, qui n'avaient pas fait une carrière comme la sienne, mais qui étaient restés de très grands amis. Et ça, Ange Diawara le savait, il me parle de ça, et donc il me dit: il faut surtout ne pas se fermer dans son milieu
je dirais, de fils de bourgeois, comme on disait à l'époque, mais d'être extrêmement très éclectique et d'aller vers tous les milieux possibles, imaginables. Et ça m'avait toujours frappé parce que j'imaginais quelqu'un qui était en pleine formation, donc je dirais dans sa lancée, il était quand même à l'époque en deuxième année universitaire à l'école au CSB, comme on l'appelait à l'époque, il était en économie, donc il était voué à avoir une très belle carrière, d'être un grand cadre de ce pays-là, mais qui te dit il ne faut surtout pas se fermer à la population du pays. Il ne faut surtout pas se fermer à avoir des amis qui soient en dehors de son milieu social. Donc c'est quelqu'un qui était vraiment d'une humilité extraordinaire. Et quand on l'a vu fréquenter des gens ou avoir d'autres amis, comme il était très ami avec Yaya Olivier, qui n'a pas fait l'étude universitaire comme lui en avait fait, n'était pas du même milieu, mais ils échangeaient énormément. Il avait une très grande capacité d'écoute aussi, parce que moi, tout jeune que j'étais, même si je rentrais à peine au collège, mais on était toujours, je dirais, imbu de cette manière d'être. Je suis au collège, en plus à Chaminade, à l'époque, lycée extrêmement prestigieux, on se la pétait un peu, comme disent les jeunes ici, et lui te ramenait assez rapidement, je dirais, par terre, quoi, au sol, de rester le plus humble possible. Et ça m'avait beaucoup, beaucoup frappé chez lui, alors que beaucoup de ses amis, qui n'étaient pas très nombreux, que je connaissais beaucoup, puisque mon père ayant ses bureaux à l'Impérial, j'y allais souvent avec lui le matin quand j'allais à l'école, ou le midi quand je rentrais de l'école, donc à Cheminade. On y rencontrait beaucoup de ces jeunes-là, mais c'est souvent, il se la pétait assez, quoi. Mais lui, c'était quelqu'un qui était assez simple d'esprit, et ce qu'il faisait d'ailleurs assez souvent, et ça, beaucoup le raconteront plus tard, il amenait beaucoup de ses copains de fac à aller manger chez son oncle, pour la simple et bonne raison que chez son oncle, la table était toujours mise, et donc il invitait ses amis à aller manger chez lui, parce que lui, il pouvait manger, il avait ce qu'il fallait pour manger, les autres, pas du tout. Et donc il y avait ce côté-là, humilité, qui était quand même assez frappant chez lui. Et voilà, si vous voulez, les quelques anecdotes que je peux raconter sur Ange, que j'ai eu à moi, je dirais, à passer dans ces deux reprises-là, mais je ne l'ai vraiment pas fréquenté en totalité. Mais pour moi, c'est une image de sublimation de la connaissance et de la main tendue vers l'autre. Moi, j'ai retenu une autre anecdote que j'ai écoutée la fois dernière, justement, lorsqu'il te surprend en ville, en voiture, et enfin, euh, cette histoire ça m'avait bien fait rire la fois dernière. Te retrouvant au centre-ville avec des copains après avoir piqué la voiture de papa et malencontreusement, voilà, vous retrouvez. Je ne sais pas si Yamel, tu peux nous raconter cette petite histoire. J'ai tellement d'anecdotes de ce tonneau-là que je ne me rappelle pas toujours de tout, mais c'est vrai que il m'arrivait assez souvent quand j'allais à Brazza en vacances de piquer la voiture de mon père et de faire quelques tours dans le quartier, comme on disait, pour se la péter un peu. Et je l'ai effectivement rencontré une fois et il avait eu je dirais pas la maladresse, mais l'intelligence, non pas de m'engueuler en plein centre-ville, mais de m'arrêter et de me faire la petite leçon d'humilité avec des mots extrêmement, pas durs, mais des mots très très simples, et surtout une forme de responsabilisation. Alors que c'est un discours que je n'entendais pas de beaucoup d'amis de mon père qui plutôt allaient rapporter à mon père que je lui piquais sa bagnole, que je me baladais, que je faisais ceci, que je faisais cela. Alors que lui, c'était vraiment extrêmement responsable. Et ça m'avait beaucoup marqué. Donc quand je suis reparti à Brazza à l'université en 72, donc après le lycée ici, à ce moment-là, je ne l'ai pas vraiment rencontré, on s'est plutôt croisés. Et à chaque fois qu'on se croisait, il me faisait toujours un signe de la main. Mais souvent, il disait, tu n'oublies pas l'école, tu n'oublies pas l'université, tu n'oublies pas ta formation, tu n'oublies pas ceci. Et c'est souvent des recommandations comme ça qu'il faisait, mais très rapidement, il me les faisait. Mais vraiment, c'est quelqu'un qui m'a, de ce point de vue-là, beaucoup, beaucoup marqué. C'est vrai que c'est le seul hein, qui m'a jamais fait de remarques. Quand j'ai piqué la voiture de mon père, bon, maintenant je peux le dire, hein, il n'est plus là, il est parti, donc même si les enfants l'écoutent, ils le savent. On leur a souvent raconté ça parce que je conduisais à l'époque sans permis, mais bon, on était en Afrique. Hein, et pour rebondir là-dessus, presque nous autres là, comme il a dit,
nous, arrivés au CM2, Big et Fumbri. Hein, on dit souvent Big et Fumbri, donc on ne connaissait plus le chemin de l'école. Mais quand on s'est connu dans ce mouvement de jeunesse, le mouvement national de la Révolution, Ange Diawara est celui qui nous a remis le bic, le stylo en main. Il fallait apprendre. Quand vous entendez l'histoire de Mabouaka, de Castro et des autres, ceux-là ne voulaient pas apprendre. Ils voulaient jouir de la réussite, donc du pouvoir du mouvement national de la Révolution pour aller se retrouver avec les autres voyous, chez Feignant, où ils se cherchaient les femmes. Mais chez Ange Diawara, c'était la discipline, c'était la rigueur, c'était l'école comme Benjamin le dit là. C'était l'école, il fallait apprendre. Parce que la charge qu'on avait, elle était lourde de diriger le pays. L'organisation, donc, quand je vous ai parlé de ces parachutistes qui sont allés se mettre le béret rouge pour être en embuscade, ils ont créé la ligne droitière et liquidationniste. Donc, tous ceux qui voulaient manger, jouir du pouvoir, Léondiel Bangui, tout le groupe, Kouyou a fait les Kouyou et les autres groupes, le groupe du Nord qui étaient là, qui se disaient des révolutionnaires, en fait, qui n'en étaient pas. Mais par opportunisme, ils se disaient révolutionnaires. Ange Diawara était très exigeant. Il a organisé le mouvement et il était vraiment à la chasse des cadres. Il fallait qu'on ait des cadres. Il avait sa façon à lui de former les cadres. Quand Ange Diawara nous formait, on te remet, par exemple, un livre, Le Capital. Tu vas lire Le Capital, on te donne 2 semaines, en fin de ces 2 semaines, tu dois venir, toi, expliquer, résumer le livre. Donc, savoir organiser les réunions, savoir organiser là où vous êtes, le quartier, les problèmes dont vous êtes en charge de mener. Il faut connaître, il faut être à la sommité de ces problèmes-là. C'était ça son exigence. Donc, il nous conduisait tous à la formation. Et les Mabouaka, les autres, les jouisseurs, n'aimaient pas ça, ils fuyaient. Et quand ils voyaient Ange Diawara, ils fuyaient. Il y a aussi une anecdote qui caractérise Ange Diawara que j'ai déjà entendue, qu'il insistait beaucoup sur la rigueur justement au niveau des entraînements militaires. Et on dit souvent qu'il fallait beaucoup de sueur pour qu'il y ait moins de sang au combat. Je ne sais pas si il y a Olivier. Mais lui, il avait... on s'était reparti les tâches. Lui, il avait cette mission de transformer l'armée. Parce que la défense civile n'était pas une milice au service d'eux. Aujourd'hui, ceux qui sont venus, ceux qui font la politique, qui ont créé les milices. Kolela a eu sa milice à lui. Or qu'il a envié, quand il a dénoncé le socialisme scientifique comme vraiment ennemi juré de Kolela. PS, qui était des partis de formation. N'oublions pas qu'un homme comme Bérégovoy, qui a été Premier ministre, ministre des Finances, Premier ministre, mais celui qui avait été, je dirais, adoubé par les grands capitaines d'industrie français, n'avait comme diplôme qu'un CAP d'ajusteur. Parce qu'au Parti socialiste, on formait énormément. Et c'est un peu ce que les Diawara voulaient faire, former les jeunes. Mais comme déjà avait ces tendances, je dirais, oblimétriques au sein du MNR, avec les cadres que nous avons, qui se disent cadres, moi j'aime pas trop ce mot de cadre-là, ceux qui étaient à la tête de certains services, qui n'avaient pas les formations requises ou les compétences requises,
Et ces gens-là ont donc cassé ce mouvement et c'est ces gens-là qui ont, dans la propagande, mis en avant ce côté néfaste de la GMNR, mais pas du tout le côté formateur de la GMNR. Parce que beaucoup de gens au Congo, qui sont passés par beaucoup de personnes qui sont passées par la GMNR au Congo, se sont retrouvés quelques années après, bon, aujourd'hui ils sont ou à la retraite ou beaucoup sont déjà morts, sont retrouvés à la tête d'entreprises ou de services étatiques, mais les ont gérés avec efficacité, parce que très bien formés au sein de la GMNR. Mais ça, on a tendance à l'oublier. Et ceux même qui ont été formés par la GMNR, beaucoup ne veulent pas qu'on le dise, parce que tout simplement, eux, ils retiennent, ou ils regardent les autres leur dire, la GMNR a fait, notamment le côté néfaste. Et quels sont ceux qui lui disent? C'est tous ceux qui ont de la tendance aubiométrique, qui sont des gens qui n'ont pas eu de formation, qui ont été nommés à certains postes par décret ministériel, mais qui n'en avaient pas les compétences, et qui n'ont jamais voulu venir se faire former en France, soit dans les grandes écoles, ou dans les écoles de formation. En France, à l'époque, il y en avait pas mal, hein, d'écoles de formation ici, ou les grandes écoles, auxquelles on pouvait accéder par concours ou sur titre, mais beaucoup ne voulaient pas y aller. Aujourd'hui, par exemple, tout à l'heure, il y a Olivier parler des 3 personnes qui sont à la tête qui ont été, je dirais, à l'origine de l'obiométrie, donc Ngouabi, Yombi et Sassou. Mais de ces 3-là, il y en a d'autres qui sont cachés derrière, qui ont fait ce mouvement aubiométrique qui date non pas seulement du coup d'État de 72, mais qui date de beaucoup plus longtemps, qui date pratiquement du MNR, parce qu'à l'époque, quand il fallait former les cadres, il fallait les envoyer en formation ici, mais en passant des concours ou je dirais, des épreuves d'admission pour rentrer dans certaines écoles. Et beaucoup de ces gens-là n'avaient pas les compétences requises pour rentrer dans ces écoles-là, ou échouer à ces épreuves qu'on passait à l'ambassade de France ou à Brazzaville. Et c'est ces gens-là qui ont créé ce système aubiométrique en se disant, nous, on est défavorisés, nous, on ne nous aime pas, donc on va créer quelque chose qui fera que. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Congo est en train de couler, je ne dirais pas à petit feu, mais de couler à grande brasse, parce qu'on a à la tête tous les cancres qu'on peut imaginer dans le pays. Pour ne pas dire des crétins. Il n'y a pas d'autre mot qu'on peut utiliser. Et donc, on pourrait dire que l'obiométrie a engendré le tribalisme comme idéologie dominante pour pouvoir, comme qui dirait, noyer le poisson et en même temps faire diversion. Mais surtout accéder aux manettes du pouvoir pour avoir l'argent et jouir de ce pouvoir-là. Parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans tous ceux qui ont fait partie de l'obiométrie, c'est des gens, quand on prend le système, notamment le paroxysme de l'obiométrie, ça a été le système de Sassou, qu'a-t-il construit dans le pays? On peut se poser la question, qu'a-t-il construit dans le pays de durable, de pérenne? Rien. Autant sous Massa Madeba, on a aidé des gens à créer une forme de bourgeoisie, à créer des gens qui allaient eux-mêmes créer des emplois, donc occuper les populations à travailler. Eux n'ont rien fait. Ils n'ont fait que de la jouissance. C'est les grandes fêtes à longueur d'année. C'est les grandes fêtes à longueur d'année au pays, mais les grandes fêtes à longueur d'année à l'extérieur. Et des fêtes qui coûtent des millions d'argent. Rappelez-vous cet anniversaire des 70 ans de Madame Sassou, passé à Saint-Tropez. Il a fallu qu'ils louent des hélicoptères pour déplacer les invités de Nice jusqu'à Saint-Tropez. Des hélicoptères. Attends, on est où là? On est où? Et ce n'est pas son argent à elle, Madame Sassou Akam était que monitrice supérieure quand elle est sortie de Bouillonzi. Quel salaire pourrait-elle avoir pour louer des hélicoptères? Elle n'avait pas. Et lui-même, Sassou, quel est son dernier diplôme, à part le CEP? Il n'en a pas d'autre. Il n'en a pas d'autre. Et quand on voit tous ceux qui ont fait partie de l'obiométrie, comme les Pierre Nzé ou les Noumazalaï, n'ont jamais fini leurs études en France. Ils sont arrêtés ou en première année ou en deuxième année de faculté. Ils ne sont pas allés plus loin. Donc il y a quand même un problème. Parce que le chant que nous entendons souvent, justement, de ce système, c'est pour cela que personnellement, je préfère parler plus de l'obiométrie que du PCT en tant que système, parce qu'il se cache toujours derrière, justement, cette idéologie de tribalisme pour essayer de faire diversion,
pour étouffer les gens, pour pouvoir créer, je ne sais pas comment on le dirait, ben oui, de la diversion, de la distraction permanente, hein, de la diversion permanente plutôt. Oui, c'est la propagande. Oui, c'est la propagande. On a mis en place pour essayer de, comme M. Fillon, tu disais, noyer le poisson, essayer de faire croire aux gens que c'est parce qu'ils sont tribalistes qu'ils ne veulent pas que nous soyons à la tête du pays ou que nous commandons certains services. Mais si on leur pose la question, quel est le bilan de ce que vous avez fait en 40 ans, le bilan, je crois qu'on ne peut pas dire qu'il n'est pas, comme disait dans quelques idéologies, il y a quelques années, globalement positif. Mais ce bilan-là, je crois, va être largement négatif. Il est en dessous de zéro. Il est en dessous de zéro. On peut prendre un seul indicateur. Oui, pour juste Rebondir un peu. rebondir là-dessus, c'est-à-dire que la différence, c'est-à-dire que quand la différence qu'il faut faire, quand on parle quelque chose souvent de bien qui se fait, qui est en train de se mettre en place, c'est difficile de le percevoir. Surtout que nos pays servent à être pillés. Le colon, c'est un réservoir du colon, donc de la France, pour piller ses matières premières. Et quand la France a trouvé ses complices qui vont piller avec lui, comment voulez-vous donc le positif du pays ne peut plus paraître comme quelque chose de bien. Il est étouffé, il est mis sous boisseau. Il est mis sous boisseau. Ce qui ressort, c'est ce que les valets offrent à la France, aux pilleurs. Donc le pilleur qui complote. Ceux qui complotent avec la France pour piller, c'est ça qui sort. Donc le Sassou, les Yombi deviennent des personnes, donc tous ces jouisseurs-là deviennent des personnes visibles. C'est eux qu'on voit, c'est eux qui ont fait. Souvent, donc, ceux qui avaient pensé, ce n'est plus ça. Tout dernièrement, je disais que des jeunes de quartier à ne rien faire. Maintenant, c'est des milliardaires dans le quartier. Il y a des milliardaires dans le quartier. Sassou n'aime pas les contre-pouvoirs. Donc les intellectuels, les meilleurs militaires, on n'en voit plus. Le meilleur magistrat, on n'en voit plus. Donc il a cassé la magistrature. Il a cassé l'armée. L'armée qui est là, c'est son armée à lui, c'est sa milice. La justice qui est là, c'est sa milice. Donc tous les contre-pouvoirs, il n'en veut pas. Le trésor, la santé, le trésor, c'est... Vous parlez des inspecteurs de trésor, on n'a pas d'intellectuels. Et dans la politique barbouzard de la France, donc les barbouzes là, les gens qui ont servi ici en France, les gens donc ces champions de coup d'État là, ces militaires là, ils ont dans leur poche aussi la franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie. Donc c'est le mensonge. Je crois que c'est mon jeune, c'est Ben qui connaît bien Sassou a été formé où? À Churchill. Donc la matière qui est étudiée à cette école-là, c'est le mensonge. Le mensonge est fait à Churchill, là quand il est parti de Mbunda, là où, quand les Youlous l'ont envoyé en formation, comme officier de réserve à l'époque. Dans le livre, là, on a tout dit. Oui, Aben, peut-être rebondir là-dessus, sur la formation, tous ces... Là où les Américains ont même amené, c'était plutôt la France a amené. Les Américains ont acheté cette école-là de Churchill. C'est-à-dire qu'à la fin de la guerre d'Algérie, quand l'Algérie retrouve son indépendance, après la guerre de libération de l'Algérie, après avoir signé des accords de coopération aussi entre la France et l'Algérie, où l'Algérie aussi s'est fait rouler dans la farine, parce que bon, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a eu dans ces accords-là, la France a continué à expérimenter sa bombe atomique dans le Sahara, ce qui était une véritable
je ne sais pas comment il faut appeler ça, une déperdition pour les Algériens, parce que ce territoire-là aujourd'hui est totalement inexploitable. Et donc à la fin de cette guerre d'Algérie, cette école de Cherchel où Sassou Nguesso avait été formé, et cette école-là, en fait, c'était l'école de formation de la contre-guérilla, c'est-à-dire on y formait des officiers propagandistes qui allaient lutter contre les guérillas qui se mettaient en place en Algérie, qui avaient commencé déjà au Vietnam, mais aussi pour former les futurs officiers qu'ils allaient utiliser dans nos différents pays pour faire les coups d'État, parce que les accords de coopération qu'ils avaient signés en 1958 leur permettaient, ou les autorisaient, ou ils avaient des clauses plus ou moins secrètes dans ces accords-là, puisqu'ils n'ont jamais été publiés au niveau de l'Assemblée nationale française, par exemple. Les accords leur permettaient d'exploiter nos matières premières à leur propre dessein, et nous, on n'en tirait absolument aucun bénéfice. Dans cette école-là, en 62, quand la guerre d'Algérie finit, les Français, à l'époque de honte, voulaient la dissoudre. Les Américains leur ont intimé l'ordre de ne pas la dissoudre et l'ont déplacée d'Algérie jusqu'aux États-Unis à Fort Bragg. Et là, les Américains ont formé les officiers sud-américains qui vont faire les coups d'État dans les pays d'Amérique latine. Donc voilà cette école à quoi elle a servi. Alors ce que je voulais dire tout à l'heure en disant qu'il y a je parlais d'un élément, enfin